Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 23 de XY Mag. On se retrouve aujourd'hui avec 4 sujets. Alors un sujet sur Clamcase qui est une société qui fait des accessoires pour iPad. Donc, mais vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que habituellement je parle pas d'Apple, hein, parce que bon, il y a déjà plein de gens qui le font, mais je vais faire le lien avec mes sujets habituels. Une montre, hein, donc la Garmin Fenix, qui est une montre d'outdoor, mais qui a pas mal d'avantages complémentaires par rapport à d'autres montres qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, parce que elle a un lien avec mes sujets habituels. Google Keep, hein, qui est un bloc-notes sorti par Google que j'utilise depuis quelques temps et qui, ma foi, pour une fois me dégoûte pas au bout de quelques heures d'utilisation, parce que j'y ai trouvé plein d'avantages que je vais vous décrire. Et puis enfin, un petit sujet dont j'ai eu idée en regardant la télévision, et notamment les émissions un petit peu racoleuses qui rajoutent toujours un petit sujet sexe histoire de faire monter l'audimat. Et en fait, je me suis dit, et si moi je testais le potentiel libido, donc libidinal ou libidineux, je sais pas, on vérifiera, des consoles Xbox, PS3 et puis Wii, et vous verrez. Donc j'ai testé et au final, le résultat est un petit peu étonnant. Alors, commençons par le premier sujet qui va être donc Clamcase. Alors Clamcase, petite société qui fait en fait des compléments accessoires pour les produits pommes, donc et notamment l'iPad. Donc le principe c'est quoi? C'est que le clavier va s'adapter complètement sur l'iPad pour pouvoir en faire un PC. Donc c'est vrai que quand c'est fermé sur les images, on fait pas la différence entre ça et un MacBook Air. De loin, bien sûr, parce que les connaisseurs me diront bien sûr qu'on l'a vu la différence, heureusement, mais l'idée c'est de faire quelque chose au design un petit peu équivalent, quelque chose de beau et quelque chose d'utile et d'usuel pour pouvoir taper de manière plus simple sur son iPad que d'utiliser le clavier qui est fourni sur l'écran. Donc sur ces solutions-là, moi j'en ai déjà parlé avec le Lapdock de Motorola. J'avais déjà failli acheter le Folio du temps de Palm quand ça a failli sortir, mais comme vous savez, le Folio n'est jamais sorti. Et donc j'ai beaucoup utilisé cette solution-là avec mon premier Razor, donc le Razor le normal, le Razor sous Android. Maintenant je suis passé au Razor HD, je peux plus parce que dans la version d'Android qu'ils fournissent, ils ont retiré WebTop, qui est le logiciel qui permet de transformer le téléphone en PC. Je rappelle l'Apdock, on prenait son téléphone, on le branchait sur le matériel fourni et ça devenait un PC puisqu'on avait un grand écran. Donc il y avait deux modèles, un petit modèle, un grand modèle, et puis un clavier complet avec touchpad pour faire souris. Donc c'est vraiment la même chose, et c'est vrai que la puissance aujourd'hui qu'on a dans les smartphones est totalement équivalente à celle qu'on peut avoir dans un PC. Donc autant l'utiliser à fond. C'est la même chose sur les tablettes, donc avec un iPad, et là je pense que Clamcase a un bon produit pour pouvoir compléter un iPad et en faire un PC. Alors bien sûr c'est pas un PC de gamer, mais c'est un PC d'entrée de gamme qui permet de faire tout un tas de choses, d'autant que maintenant quasiment plein de produits sont disponibles pour pouvoir faire tout ce qu'on veut à l'équivalent du bureautique ou autre besoin. Je parle en particulier de frappe, c'est l'intérêt d'avoir bien sûr un clavier, sinon bien sûr ça sert à rien. Donc et pourquoi je parle de Clamcase? Parce que en fait ils ont dit qu'ils allaient sortir un Clambook, donc et qui serait lui dédié à Android, au matériel Android, donc au téléphone sous Android. Ça fait 1 an maintenant qu'ils l'ont annoncé, il est toujours pas sorti, donc j'en avais marre d'attendre pour parler de ces solutions-là, donc du coup je le fais aujourd'hui, mais je suis un petit peu déçu qu'ils aient du mal à le sortir. Alors soit c'est un problème technique, mais je crois pas tellement, parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière étant donné qu'il n'y a rien à l'intérieur, la puissance est fournie par le smartphone que vous branchez dessus. Pour moi c'est un problème, je pense, de volume et de marché, de la même raison pour laquelle Motorola a arrêté le Lapdock. Je pense que les volumes ne sont pas encore là. Pourtant aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite utiliser son téléphone comme un PC, plutôt que d'acheter un PC, a tout intérêt à avoir un dispositif de ce type. Et l'inconvénient, je pense aussi, dans la partie positionnement, c'est le prix, puisqu'en effet, le fait de mettre un clavier écran plat et un écran plat et un clavier, même si il n'y a pas de processeur à l'intérieur, ça a quand même un coût minimum, ne serait-ce que le design, la production, puis le coût des matériaux. Et je pense que ce coût-là dissuade beaucoup d'acheteurs, parce qu'on est à plusieurs centaines d'euros tout de suite. Quand on a déjà mis 500, 600 euros dans son téléphone, remettre encore 200 euros dans quelque chose de vide qui ne marche pas sans le téléphone, peut-être les gens se disent autant acheter un PC portable à 400 euros, parce qu'au moins si jamais j'ai pas mon téléphone, ça fonctionnera quand même. Maintenant c'est vrai que
il faut faire son choix. Moi je pense que c'est pas pareil. Et je pense que surtout ce qu'il faut utiliser comme argument, c'est la continuité de travail, c'est-à-dire je commence à travailler sur mon téléphone ou sur ma tablette, ça se synchronise, je connecte ça avec mon Clambook, je continue de travailler sur un environnement type PC, éventuellement je finis sur un PC fixe de bureau, mais en tout cas à aucun moment selon mes disponibilités de mobilité ou de réseau, hein, je ne suis coincé par le fait de dire zut, j'ai commencé sur mon téléphone, c'est pas compatible avec mon machin, comment je le récupère, je me l'envoie par mail, je le récupère, etc. C'est compliqué. Donc je pense qu'à un moment on en aura assez et on utilisera, surtout avec les solutions cloud, des matériels qui permettent soit de se connecter les uns aux autres, soit de compléter les fonctionnalités que l'un ou que l'autre n'a pas. Mais on verra si jamais ce matériel sort. Je pense que peut-être je vais en faire l'acquisition parce que moi ça me manque, hein, depuis que je peux plus utiliser mon laptop, d'avoir ce type de matériel quand je suis en mobilité le week-end. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire sur Clamcase. Allez voir, c'est quand même intéressant ce qu'ils font et surtout c'est très design, c'est très Apple-like, hein, donc c'est intéressant d'aller voir. Deuxième sujet, donc Garmin. Alors Garmin, vous connaissez, je pense tous, hein, c'est les GPS, hein, principalement. Donc ils font tout type de GPS, hein, donc embarqué, en bagnole, machin, etc. Mais surtout, ils ont une gamme de GPS, en fait outdoor, pour faire en vélo, pour faire en marche, éventuellement faire de la moto, avec des fonctionnalités un petit peu particulières, adaptées à ses usages, et surtout ils ont sorti une montre, hein, qui s'appelle la Garmin Fenix, qui est une montre qui permet d'avoir un certain nombre de fonctionnalités adaptées aux gens qui font de la montagne, du ski, de la marche, de la course, éventuellement aussi du vélo, hein. D'ailleurs il n'y a pas de souci, enfin toute activité extérieure, et qui souhaite quelque chose d'assez petit, pour pouvoir un petit peu retrouver leur chemin. Alors j'avais déjà vu des montres de ce type là, mais elles se contentaient de donner les coordonnées GPS. C'est pas très intéressant parce que moi je connais pas par cœur la surface de la Terre, donc avec des chiffres j'ai du mal à savoir où je me trouve. L'avantage de la Garmin Fenix, c'est qu'en fait elle est en liaison avec donc Basecamp, qui est un logiciel qui peut se charger soit sur PC, soit sur un smartphone justement, et qui va synchroniser dans la montre une partie en fait du parcours que vous avez choisi de faire, ou la zone de map sur laquelle vous allez évoluer, et va vous permettre de suivre sur la montre, alors bien sûr en noir et blanc, un type écran LCD, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile que sur d'autres montres. Donc le parcours que vous avez suivi avec tout un tas d'infos, puisque vous pourrez suivre la vitesse, l'altitude, et aussi, surtout, vous pourrez voir éventuellement si vous vous éloignez de l'itinéraire, si vous êtes perdu, comment retourner sur l'itinéraire. Donc c'est des fonctionnalités qui sont toujours intéressantes quand on est en balade et qu'on veut un petit peu s'évader et qu'on veut être sûr de ne pas se perdre, ce qui est toujours un petit peu le stress de la personne qui connaît pas la zone dans laquelle elle évolue. Alors, bien sûr, ça fait altimètre, baromètre, température, c'est compatible avec les autres outils Garmin, notamment si vous faites de la course à pied, le cardio, hein, pour voir, ou le vélo d'ailleurs, hein, ça marche aussi cardio, pour voir à quel moment vous êtes en train de dépasser, hein, donc votre maximum, et donc éventuellement ralentir un petit peu le rythme. C'est quand même utile si on veut arriver au bout vivant. Et puis tout un tas d'autres fonctionnalités standards de montre normale, parce que c'est une montre qui peut se porter aussi en ville. Hein, bien sûr, bah, ça, on ne se servira pas de tout, parce qu'elle est quand même élégante. Donc chrono, heure, alarme, vibreur, etc. Tout ce qu'une montre produit aujourd'hui de minimal quand on veut avoir quelque chose d'intéressant. Alors, on va se dire, bah, si c'est si bien, pourquoi on n'en porte pas tous, hein, parce que bien sûr, il y a un inconvénient. Pour moi, principal, c'est la durée de vie des batteries. Bien sûr, une montre qui fait tout ça, et surtout qui est connectée en GPS, bien sûr, elle va consommer plus de batterie qu'une montre traditionnelle, et c'est vrai qu'il faut la recharger régulièrement, et ça c'est quelque chose dont on n'est pas habitué en termes de montre, parce que soit elle se recharge toute seule, parce que c'est des montres avec un mécanique, une complexité, donc une complication, pardon, donc et elle se recharge avec le mouvement. Ça c'est des montres, on va dire, très très haut de gamme. Soit c'est une montre, on va dire, type qu'on appelle la quartz normale, type G-Shock ou autre, qui va avec des durées de piles qui vont être de plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc soit avec un complément solaire qui fait qu'elle se recharge en permanence, et là on a rien besoin de faire, et là c'est vrai qu'au bout de quelques dizaines d'heures, il faut passer à la recharge. L'inconvénient c'est que si on oublie, on n'a plus l'heure, on n'a plus les fonctions, et ça pour moi c'est très énervant. C'est quelque chose qui fait que c'est encore un article qui est vraiment réservé en fait qu'à l'outdoor, pour une activité sur un temps précis, sur une durée précise, pour lequel on a préparé sa montre et pour lequel on va le faire, mais c'est pas quelque chose où on peut dire je mets tous les matins ma montre, parce qu'il y a un matin où elle va plus fonctionner, et il n'y a rien de plus chiant que d'avoir une montre où il n'y a rien écrit dessus, parce que ça perd tout son intérêt, bien sûr, vous le comprendrez aisément. Donc voilà un petit peu pour moi tous les avantages de ce type de matériel, en effet sur une montre. Vraiment pour moi je trouve ça très intéressant pour 400 €, hein, donc c'est
C'est un prix qui est élevé, mais par rapport à la miniaturisation qu'ils ont pratiquée, c'est intéressant. Et l'inconvénient, c'est la durée de vie de la batterie, bien sûr. Mais bon, ça, on s'en doutait, hein, vu ce que peut consommer un récepteur GPS et l'ensemble des fonctionnalités, puisqu'elle est Bluetooth, que la montre utilise aussi. C'est pas encore des choses qui sont très économes en énergie. Troisième sujet, Google Keep. Alors, vous savez tous, vous avez regardé, si vous tapez Google Keep sur Google, vous arrivez sur c'est un outil en fait de Google Drive en fait, donc dans lequel vous pouvez stocker. Google Drive, on peut stocker un certain nombre d'éléments, donc tout ce que l'on veut en réalité, en complément de ce qu'ils avaient déjà sur Picasa et autres. Et Google Keep, c'est le bloc-notes de Google. Alors moi j'avais essayé Notes, j'avais essayé Evernote, et à chaque fois j'étais agacé parce que Notes ça marchait au départ que sur Windows, maintenant on peut l'avoir sous Android gratuitement, mais il faut le synchroniser avec l'outil Microsoft. Moi je l'utilise pas, donc du coup c'est un peu compliqué à chaque fois pour retrouver sur mon smartphone mes notes que j'avais prises sur mon PC ou inversement. Evernote, j'ai pas du tout aimé, pour moi, l'interface me plaît pas, ils me posaient toujours des questions d'enregistrement, etc. Donc je mets de côté, c'est peut-être moi, mais j'ai pas du tout apprécié. Et Google Keep, par contre, c'est très simple, un peu comme Google fait à chaque fois. C'est simple, c'est dépouillé, on arrive, on peut juste faire une note, on pose pas 50 questions. C'est vrai que Notes à comparer, c'est très complexe, on peut faire beaucoup de choses, mais à la limite moi j'utilise pas tout du tout. Donc sur Google Keep, on prend ses notes, elles se synchronisent automatiquement, il ne pose pas 50 000 questions, donc avec notre compte Google tout simplement, on ne recrée pas un autre compte, donc comme je suis déjà tout le temps connecté, ça va, et après on le retrouve partout. Donc l'intéressant, c'est que dès qu'on rouvre un autre compte, on retrouve toutes ces notes. Donc du coup, je peux l'utiliser indifféremment. Ça rejoint mon premier sujet en fait sur les tablettes et Clamcase. Je retrouve partout ce que j'ai fait, et c'est vraiment très simple, que ce soit vocal, écrit, texte, etc. Je l'utilise pour dès que je veux penser à quelque chose, je le mets dedans. C'est à tester et je pense que c'est le plus simple. Alors, l'inconvénient de Google, c'est que vous savez, c'est toujours pareil, le respect de la vie privée n'est pas garanti puisque Google utilise le contenu de ce que vous mettez dedans pour ses propres outils statistiques. Maintenant, comme je considère que j'y mets rien d'important, ça me va. Et c'est vrai que Microsoft garantit plus la vie privée que Google. D'ailleurs, la campagne de publicité en cours le démontre bien. Microsoft a compris que c'est un argument commercial, donc communique maintenant sur le fait que Microsoft protège la vie privée. Et je pense que c'est important quand même de se dire que quand je prends des notes, est-ce que vraiment c'est intéressant pour un publicitaire de savoir ce qu'il y a dedans? Lui il va vous dire oui, moi je vais vous dire non. Donc du coup, utilisez-le en toute connaissance de cause, mais en tout cas, c'est très simple d'emploi et c'est gratuit. Donc c'est toujours aussi intéressant, la gratuité étant la contrepartie du fait qu'il fouille dans vos affaires. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez au final. Dernier sujet, alors peut-être le plus intéressant bien sûr, le sujet qui va traiter des consoles PS3, Xbox et Wii, et laquelle est la plus libidineuse, laquelle a le plus de sexe. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans nos consoles aujourd'hui, il y a l'utilisation normale et puis il y a l'utilisation, on va dire, adulte. Et sur cette utilisation-là, c'est un petit peu un marché underground parce que c'est vrai que chez Micromania, vous n'allez pas trouver ces jeux-là. Alors, pour mon étude, donc qui est une étude très sérieuse, j'ai fait des recherches sur Google entre le nom de la console et certains termes pour voir combien de résultats sortaient. Alors, contre toute attente, donc j'ai les résultats de l'huissier, maître PT à la main. Donc, c'est pas la console qu'on pense qui a le plus de potentiel sexuel. Parce que si je recherche en fait le nom de la console plus sexe, qui croyez-vous qui va arriver en premier au niveau du nombre de résultats? Moi j'aurais dit PS3. Eh bien figurez-vous que quand on tape Wii plus sexe, on a 65 millions de résultats, PS3 57 millions et Xbox 51 millions. Donc en fait la Wii est la console qui est le plus associée au mot sexe. C'est très étonnant car la Wii, vous savez, a un positionnement plutôt enfant, donc avec un certain nombre de jeux qui sont pour les petits, et puis peu de jeux finalement 18+, alors que les autres elles sont quasiment pleines de jeux 18+, et c'est même difficile de trouver des jeux pour enfants souvent, et justement les gens disent, l'argument c'est qu'ils achètent plutôt la Wii pour leurs enfants. Gros cochon. Donc deuxième chose, je me suis dit, je vais chercher éventuellement, peut-être que c'est le mot en fait, Google et jeux classés X, en me disant, voilà, là au moins c'est clair, c'est pas un rapprochement avec deux mots qui ont peut-être rien à voir. Et donc du coup, jeux classés X et Wii, ça me donne 8 120 000 résultats. Jeux classés X et PS3, 5 millions 8.
et Xbox 1 180 000. Donc de nouveau, mais de loin, la Wii gagne. Donc la Wii est la console qui est le plus associée au mot jeu classé X. Donc la conclusion en fait de cette étude, qui est complète en fait dans l'article que j'ai publié donc sur XYMag, et vous pouvez lire d'ores et déjà, c'est que la Wii est une console contre toute attente, qui est largement à plus grand potentiel de jeu à caractère sexuel que les autres. Et vous verrez dans les illustrations que j'ai mis dans l'article, il y a même des accessoires intéressants pour les Wiimotes qui vous permettent d'imaginer quelle soirée passionnante vous pouvez passer seul ou à plusieurs en utilisant correctement finalement les Wiimotes qui sont fournis avec la Wii. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec XYMag et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.